Alors entre les deux, ils vont quand même avoir une expérience, une cohabitation, presque un mariage qui durera assez peu de temps, que vous connaissez tous. Ce sont 9 semaines à Arles que je vais vous décrire maintenant. La proposition donc de l'atelier d'Arles, je vais la regarder à travers 2 séries de peintures qu'ils font presque côte à côte. D'une part la série des Aliscamps et d'autre part les Vendanges, entre octobre, novembre, décembre 1888. Alors l'idée de faire venir Gauguin est peut-être une idée de communauté, c'est vrai, je viens de vous en parler, mais il y a aussi des raisons pratiques à cela. Théo finance un artiste d'avant-garde qui vend, mais peu, et qui vit à Pont-Aven. En même temps, Théo Van Gogh finance son frère à Arles. Vincent a toujours le sens des affaires, mine de rien. Il tient les comptes parfaitement, en protestant, dirait-on. Et il y a une lettre à son frère dans laquelle il dit « Tu ne peux financer ainsi et l'un et l'autre, il faut nous mettre sur le même toit », d'où l'idée de cette communauté. Gauguin, on n'est pas tout à fait sûr qu'il avait franchement envie d'y aller parce qu'à peine arrivé à Arles, il écrit très vite une lettre à un ami en lui disant « Ouh là là, 18 mois maximum, le temps que je me retape un petit peu financièrement et je file en Martinique ». Donc il ne part pas à Arles en joie. Et pourtant, il écrit tout le contraire dans une lettre. Il nous dit « J'ai pris une résolution, maintenant que j'ai pris une résolution », il écrit, il vient de décider qu'il acceptait de rejoindre, je ne sais pas s'il avait tellement le choix d'ailleurs, Vincent à Arles, et il dit « J'ai toujours hâte de la mettre à exécution, si ce n'est ce sale argent, mais ça le serait bientôt fait. » Et il ajoute « Mon état de santé qui est redevenu florissant, j'ai comme un besoin de lutte, de tailler à coups de massue. » Donc ça y est, il est en forme, il a pris la décision, il est prêt à descendre à Arles. En même temps, il est prêt à descendre à Arles, mais il laisse un arrière-goût un peu amer à Vincent. Vincent écrit à son frère Théo, tu sais, Gauguin est un calculateur. C'est un calculateur qui n'est pas malhonnête, mais il est politique. Avec son art, il tente de remonter l'échelle sociale. Donc il le considère comme un calculateur, donc il ne le voit pas au départ comme un être bon et généreux. Il est très lucide sur ce point de vue. Et puis tout d'un coup, il va recevoir, quelques jours avant de recevoir ce portrait Les Misérables de Gauguin, il va recevoir la lettre dans laquelle se décrit en misérable Gauguin. Il est extrêmement ému à la réception de cette lettre, Vincent Van Gogh, et là il se retourne, il dit « le pauvre, on va s'occuper de lui, on va le soigner, qu'il soit un peu mieux », mais il n'a pas compris que c'était aussi dans la souffrance que créait Gauguin, et il le déclare l'abbé de la communauté. Et c'est donc en abbé d'une communauté, puisque normalement Laval va arriver, Émile Bernard va arriver, qu'il va recevoir Gauguin, et donc prendre des leçons de Gauguin. Et c'est ainsi qu'un 23 octobre 1888, après 15 heures de route, l'ami Gauguin débarque dans cette maison jaune qui est peinte ici. Petite parenthèse sur ce tableau, regardez le plafond avec ses croisillons de bleu, il a tapissé son ciel, et le sol, lui, est labouré. Dans cette installation de la petite maison avec au rez-de-chaussée, sauf erreur, la cuisine et l'atelier, et en haut, leur chambre, ils avaient une organisation ménagère parfaite. Van Gogh s'occupe des courses et il est très heureux et très surpris des capacités de cuisine de Gauguin. Je voudrais comparer une série de tableaux qu'ils vont faire ensemble. Gardez en tête qu'il l'accueille en abbé d'une communauté et qu'il est censé se mettre à l'école de Gauguin. Et Gauguin a l'habitude d'enseigner. À Pont-Aven, il avait une sorte de cours autour de lui et il enseignait. Il donnait ses leçons aux peintres qu'il admirait. Et puis les autres, il pouvait essayer de les cogner un petit peu. Ils vont peindre ensemble les Aliscamps, qui est une voie sacrée d'Arles. Alors, je vous invite à aller consulter les légendes sacrées de ce lieu. Il se trouve que ni l'un ni l'autre ne s'intéresse à l'histoire des Aliscamps, donc on passera dessus. Mais regardez cette magnifique perspective. Van Gogh va faire au moins 4 tableaux. Ce sont ces 4 tableaux que nous allons analyser maintenant. Le premier, des Aliscamps, sur les 4, il y en a 3, sauf erreur, qui sont en collection privée. Le voici. Il y a une belle perspective, tracée
non pas avec un cadre perspective. Je doute que devant Gauguin, il ait osé sortir son cadre, mais il n'en a pas besoin ici, puisque les lignes de perspective sont tracées par l'allée des peupliers, qui nous rappelle étrangement le type de travaux qu'il faisait en 1884, avec la version à l'encre d'une part et à l'huile. C'est la même logique. Le regard, pour bien représenter la tridimensionnalité visuelle, est guidé par l'allée de peupliers. Si je regarde maintenant la texture de ce tableau avec ce gros plan, vous voyez bien l'huile sculptée ici. Chaque touche ramasse une quantité importante de pigments dilués dans l'huile qui l'étale. Est-ce que vous croyez que Gauguin, qui enfonce ces pigments, apprécie l'élève en train de peindre comme ça? J'en doute. Voilà ce qu'il dit, Gauguin, à Bernard. Au point de vue de la couleur, il voit les hasards de la pâte comme chez Monticelli, ce peintre marseillais qu'admirait tant Van Gogh. Et moi, je déteste le tripotage de la facture. Donc ça, c'est un tripotage de la facture qu'il déteste. Ils auront peut-être d'autres points d'accord. Regardons maintenant cet autre Aliscan, qui est également en collection privée. On pourrait peut-être penser que Van Gogh, tout d'un coup, abandonne la perspective, parce qu'il y a une perspective presque en diagonale qui s'ouvre sur la droite, et puis il y a une ouverture, une double ouverture sur la gauche. Eh bien, j'aurais tendance à vous dire que c'est tout le contraire. C'est un investissement optique encore plus marqué. Regardez ce Peter Sheridan, qui est un des grands peintres des églises réformées, de la réforme protestante du XVIIe siècle. Eh bien, vous avez un double point de fuite, en fait, là-dessus. Vous avez un point de fuite au fond, au bout de la nef, et un autre point de fuite ici, dans cette construction de perspective. C'est très rare, un double point de fuite. Et c'est finalement ce qu'a fait dans ce tableau Van Gogh. Et puis, si on continue, en fait, si on prend un peu de recul et regardons les Aliscans, il y avait effectivement des ouvertures. Et ces ouvertures donnent sur quoi? Sur les usines de construction de moteurs pour locomotives, puisque la voie ferrée Paris-Marseille passe juste à côté. Est-ce que vous pensez vraiment, vous connaissez beaucoup d'images de zones industrielles de l'époque ou pré-industrielles par Gauguin? Non, Gauguin, il va à Tahiti, il va aux îles Marquises, avant il est passé en Bretagne, et il essaye d'éviter tout ce qu'il y a de pré-industriel. Alors, il est en train de peindre et d'enseigner quelque part à Van Gogh, et Van Gogh, il fait une double perspective d'une part, et en plus, il se concentre sur la zone industrielle. D'ailleurs, Gauguin n'apprécie guère Arles. Arles, c'est une petite ville pré-industrielle, alors qu'il arrive de Pont-Aven avec 1400 habitants. Puis il trouve que les Arlésiens, ils ont quelque chose de parisien. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais bon. Et il écrit à propos de cette petite ville, à Bernard, à peine arrivé, « Je trouve tout petit ». Pas petit dans le bon sens. Mesquin, le paysage et les gens. Il n'aime pas Arles. Il ne s'y plaît pas. Alors qu'en plus, Van Gogh introduise non seulement là une perspective à double foyer, mais en plus une zone industrielle, n'a guère dû le satisfaire. Et regardez, on a ici une construction extraordinaire chez Van Gogh. Vous avez dans cette ouverture, qui pourrait être une ouverture sur un autre espace, en fait vous avez cette ponctuation de deux cheminées qui viennent s'intercaler avec les peupliers, donc qui renforcent finalement, qui participent de la ligne de perspective des peupliers. Regardez maintenant le travail que nous avons ici. Les troncs d'arbres, ils sont taillés de manière industrielle. On dirait des pylônes à cause des lignes noires que vous avez ici. Ils sont taillés comme des poutres industrielles si vous préférez. Et ils viennent s'encastrer dans des sarcophages qui, au lieu d'être alignés comme les photos nous le montrent ici, viennent s'encastrer perpendiculairement. Donc nous avons ce travail, ce n'est pas un travail de tissage ici, mais c'est un travail de construction des verticales bleues presque industrielles, puisque les troncs ont pris la forme d'une poutre industrielle, et viennent s'encastrer à la perpendiculaire des sarcophages bleus. Ce à quoi j'ajouterai que la même logique s'applique à ces masses verticales oranges qui correspondent au feuillage des peupliers, contre lequel viennent s'encadrer ces lignes horizontales oranges qui correspondent en fait à ces zones de lumière que vous avez sur la photo au passage de la lumière entre les troncs d'arbres.
Un dernier point qui est très propre à Vincent van Gogh ici, c'est son travail avec les couleurs complémentaires. Il oppose les bleus avec des orangés, et il oppose les verts avec les rouges, les verts avec les rouges. Il travaille par couple de couleurs complémentaires. C'est presque systématique chez lui. On a donc pour l'instant deux peintures des Aliscamps que nous avons vues, que je vais comparer aux Aliscamps, à un des Aliscamps de Paul Gauguin. Je vous promets, on est au même endroit et pourtant on a du mal à reconnaître. Il se trouve qu'au bout de cette allée se trouve l'église Saint-Honorat. On l'aperçoit à peine dans les Aliscamps, et le premier des Aliscamps que je vous ai montré, on ne l'aperçoit pas du tout, l'église est masquée par les feuillages. Ici, dans cette double perspective, vous la voyez apparaître à peine. Chez Gauguin, on aperçoit juste le lanterneau, et ce lanterneau semblerait être une sorte de ruine antique. On a un paysage presque à la Poussin, ondulant ici. Et d'ailleurs, quand il envoie ce tableau à Théo, il lui donne un titre un petit peu ironique. Il l'appelle ce tableau « Les trois grâces au temple de Vénus ». Alors ces trois grâces, c'était les Arlésiennes, mais il y a deux Arlésiennes et probablement un Arlésien, un homme à côté. Tant pis pour l'exactitude, dirait-il. Vous avez sur ce tableau deux choses que j'aimerais vous montrer, deux choses qui renvoient à Cézanne. Lorsqu'il arrive dans le sud, l'ami Van Gogh aussi d'ailleurs, il pense, mais lorsqu'il arrive dans le sud, Gauguin, il est en terre cézannienne et il travaillait déjà à la Cézanne. Et là, je voudrais insister sur deux choses, l'arbre d'une part, enfin sur trois même, l'arbre, la touche et les couleurs. Regardez cet arbre qui part sur la droite est presque au premier plan. Si vous suivez ses branches, ici il y a une trace de vert, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, au milieu des peupliers qui descend et qui arrive juste derrière les têtes des Arlésiennes, des trois Vénus, des trois Grâces, pardon. Ça n'est pas un nom officiel, mais moi je parlerai de clipage, c'est-à-dire qu'il attache ses plans grâce à un objet, un arbre, qui se trouve à la fois au premier plan et qui raccroche par ce système de couleurs l'arrière-plan. Ce système est propre et très connu de Cézanne. Regardez les tableaux de Cézanne, en particulier la mer à l'Estac ici, mais également les monts Sainte-Victoire. Le même système est utilisé par Cézanne. Pourquoi? Parce que Cézanne, n'utilisant plus la perspective, a besoin pour tenir ses plans d'autres procédés. Parmi ces autres procédés, l'arbre. Vous avez ici un arbre qui se trouve vraiment au premier plan et qui part sur la droite. Suivez cette branche. Cette branche prend presque la forme de, la ligne horizontale de la mer. Si vous aviez eu une Sainte-Victoire, la branche aurait pris la forme de la Sainte-Victoire pour quelque part la tenir, pour appartenir à cette logique de forme qui est celle de l'arrière-plan. Si maintenant vous regardez le feuillage ici est vert et cette espèce de touche, de pinceau, de passage vert passe également au bleu. En étant à la fois vert, à la fois bleu, il appartient et au plan de la mer, puisque c'est le même pigment que celui de la mer, et au plan de l'arbre. Donc il arrive à faire ce clipage, à rattacher ces différents plans par l'adaptation et par la couleur et par la forme de l'arbre. Et bien quand je regarde ce paysage aux deux Bretonnes de Paul Gauguin, nous avons exactement la même logique. Regardez, cette petite bretonne au premier plan semble toucher de sa tête la branche de l'arbre qui se situe ici. Si je suis cette branche qui est la plus claire des deux, elle semble envelopper et reprendre la forme du bonnet de notre petite bretonne. Si je regarde maintenant cette autre branche plus foncée que je la suis, elle part presque du premier plan et elle arrive à toucher la charrette de l'arrière-plan. Donc il arrive à raccrocher tous ces plans en jouant d'un arbre à la Cézanne. Deuxième élément qui reprend à Cézanne, c'est sa fameuse touche. Souvenez-vous, pour ceux qui avaient assisté à cette conférence, quand on avait fait la méthodologie de Gauguin, il avait dit un jour à Pissarro, si vous pouvez essayer de l'endormir un peu, lui donner une drogue de manière à ce qu'il nous lâche ses secrets, déjà à cette époque, il était très intéressé par Cézanne. Eh bien, il en a gardé la touche. On a ici la touche de Cézanne qu'on retrouve dans les branches de l'un et dans les branches de l'autre. Et il en a également les couleurs, les alternances de vert et de orange. Qu'est-ce qu'il en pense de Cézanne, Van Gogh? Van Gogh, il va très rarement dire « j'aime pas ».
il a un auto-estime dont je vous ai parlé qui ne lui permet pas nécessairement d'attaquer les autres. Mais il parle de Cézanne. Quand il vient d'arriver à... Quand il est en juin 1888, il en parle à son frère Vincent. J'ai de temps en temps pensé à Cézanne. Justement, lorsque je me suis rendu compte de sa touche si malhabile dans certaines études, passe-moi le mot malhabile, vu qu'il a exécuté les 10 études probablement lorsque le Mistral soufflait. Je m'explique la raison pourquoi la touche de Cézanne est tantôt très sûre, tantôt paraît maladroite, c'est son chevalet qui branle. Donc, cette touche, il lui trouve des excuses, le Mistral, le chevalet qui branle, mais il ne l'aime pas. Donc, pour l'instant, nous avons deux hommes qui sont censés peindre côte à côte. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais ici, la ligne des peupliers se trouve à droite. Ça veut dire qu'il est sorti de la perspective de Vincent et ils ne sont peut-être pas dos à dos, mais ils sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour que l'un garde ses lignes de perspective de peuplier et que l'autre la laisse sur la droite pour sortir de cette ligne de perspective. Donc ils sont censés peindre presque côte à côte. Là, on a de la chance, ils ne sont quand même pas dos à dos. Et l'un parle du tripotage de Vincent et l'autre d'une touche malhabile. C'est plutôt mal parti. On continue. On va regarder maintenant deux tableaux, cet Aliscan du Kröller-Müller et cet autre qui est également en collection privée, peint au même moment en novembre 88. On a souvent dit que ces deux tableaux marquaient un tournant quelque part dans le travail de Vincent qui aurait commencé à prendre les leçons de Gauguin au niveau de la couleur, au niveau de l'abandon de cette obsession de l'optique qu'il avait et au niveau de l'empattement de sa pâte. Eh bien, c'est ces trois points sur lesquels je vais dire oui, mais vous allez voir que je ne vais pas les accepter. Alors la première chose, vous avez remarqué que les arbres étaient ici bleus. Alors peut-être, effectivement, s'est-il laissé influencer par les troncs bleus de Gauguin. Gauguin, déjà en 88, c'est-à-dire avant son arrivée à Arles, nous faisait des diagonales bleues qui ressemblent étonnamment à celle-ci. Or, vous les retrouvez effectivement dans les Aliscans de Van Gogh, mais également dans celle de Gauguin, des Aliscans. Donc dans les deux cas, nous avons des diagonales de troncs bleus. L'ami Van Gogh se serait-il mis à l'école de Gauguin? Oui, mais... Ah, excusez-moi, j'ai fait un petit oubli. Ces troncs bleus, c'est effectivement une leçon de Gauguin. Gauguin, quand il est à Pont-Aven, explique son symbolisme des couleurs à Sérusier. Sérusier, derrière, va faire un tableau qu'on appelle l'Avent au bois d'amour, surnommé Talisman. Pourquoi? Parce que cette leçon, il l'amène à Paris auprès d'un groupe de peintres qu'il appelle les prophètes, qui sont autres que les nabis que vous connaissez. Et il fera ce tableau, comme par hasard, une diagonale avec des troncs bleus. Lui aussi, alors que cette fois, il n'est plus en compagnie de Gauguin. Alors oui, il y a quelque chose de Gauguin dans ce tableau, les troncs bleus, la diagonale, le point de fuite est hors champ, influence du japonisme à travers Gauguin, certes. Mais j'ai envie de vous dire, vraiment, a-t-on perdu cette habitude de la perspective et du cadrage? Vous vous souvenez du cadre de perspective qu'il utilisait? Deux poteaux, deux piliers et un cadre de perspective. Eh bien, j'ai comme l'impression que dans ce tableau, il a utilisé les troncs d'arbres comme les poteaux de son, ou les supports, les piliers de son cadre perspective, et qu'au milieu, il a mis une figure rouge à la japonaise, de part et d'autre de ces troncs. Même chose ici, de part et d'autre des troncs verts cette fois, il a pu cadrer son couple. Donc, il garde une notion de la perspective et du cadrage grâce aux troncs cette fois. Si je regarde ces quatre Aliscans côte à côte qu'on a pu regarder, on pourrait penser qu'effectivement, si dans les premiers, il utilise les lignes, enfin les lignes de fuite que lui donne la nature, c'est-à-dire l'allée de peuplier, il les a abandonnées par la suite. Mais n'est-il pas simplement en train d'investir du regard tous les angles que lui offrent les Aliscans? Et il y en a un qui l'a fait avant lui, qui s'appelle à nouveau Peter Sheridan, grand peintre protestant comme je vous disais, qui pendant 20 ans au XVIIe a présenté ses vues de l'église Saint-Bavon où vous avez
parfois des doubles points de fuite et surtout la possibilité de laisser le regard investir cet espace par la nef, par les transepts, etc. Donc plus que de penser qu'il abandonne la perspective, j'ai l'impression qu'il la renforce en tentant de multiplier les angles de vue. On a voulu également, ah oui, il travaille toujours en pendant, Vincent. Ces tableaux vont lui servir à décorer les pièces. Je ne sais pas comment il les a placés, l'un au-dessus de l'autre, l'un à côté de l'autre, mais s'il les a placés de cette façon-là, on retrouve comme par hasard le V. Et là, la perspective est complète. On a voulu nous dire également qu'avec ces deux tableaux, il avait abandonné l'empattement. C'est en partie vrai. D'ailleurs, il écrit à son frère, c'est que les choses empâtées, Gauguin m'a dit de les dégraisser par des lavages de temps en temps. C'était une pratique courante chez les peintres, laver la peinture pour évacuer les excédents d'huile, justement, l'huile que n'apprécie guère, ce tripotage que n'apprécie guère Gauguin. Il en avait déjà parlé auparavant. Le problème, c'est que quand on veut éviter les excédents d'huile, on va également essayer d'éviter le brillant d'un vernis. Et en guise de vernis, qu'est-ce qu'il va nous mettre sur ce type de tableau ? Du blanc d'œuf. Donc peut-être qu'effectivement, il a légèrement allégé son empattement, mais par-dessus, il met le blanc d'œuf. Donc, influence de Gauguin, oui, peut-être, mais il met quand même un équivalent de vernis. Donc, je vous ai montré que l'optique, finalement, il ne l'abandonne pas. L'allègement, oui, il met un brillant. Troisième chose, les couleurs. Certes, il adopte les tons bleus de Gauguin, comme le fait Sérusier et comme l'enseignera Sérusier au Nabis. Mais les couleurs ici sont des couleurs complémentaires. Vous voyez que dans un tableau, il travaille la complémentaire des couleurs orange avec les bleus et dans l'autre, les rouges avec les verts. Or, s'il y a une chose que ne supporte pas Gauguin, c'est les couleurs complémentaires. Pourquoi ? Parce que qui travaille les couleurs complémentaires à Paris ? Les pointillistes, et en particulier Seurat et Signac. C'est une technique scientifique, c'est-à-dire positiviste. Lui n'a pas du tout cette approche-là. Elle est trop terre-à-terre pour lui. C'est un mélange optique rétinien, c'est trop scientifique. Mais il y a pire que ça pour Gauguin. Ce sont des gens qui lui donnent le pion. Dans la course, dans cette lutte, il veut cogner. Eh bien, ce sont eux qui, pour l'instant, bénéficient des critiques positives. Et d'ailleurs, il en parle avec beaucoup de plaisir. Ces gens-là sentent le moisi. Donc finalement, quand il a Van Gogh à côté de lui, quelque part, Van Gogh, il finit par sentir le moisi comme lui, enfin plutôt comme les pointillistes, parce qu'il continue à travailler avec les pratiques de couleur des pointillistes. Il y a un autre élément qui ne plaît pas beaucoup à Gauguin, c'est ce personnage ici. Un critique l'a comparé, donc ce personnage ici que vous voyez avec son parapluie sur la droite, l'a comparé à un certain Ratapoil. Ratapoil, c'était ce personnage militaire napoléonien, une caricature qu'avait développé Daumier dans les années 50, que je vous présente ici en dessin et en version sculptée. Qu'est-ce qu'il en pense de Daumier, Gauguin ? Il ne le supporte pas, c'est trop réaliste pour lui, il n'aime pas du tout. Et voilà ce qu'écrit Gauguin à Bernard. Vincent et moi, nous sommes fort peu d'accord en général, surtout en peinture. C'est dommage, c'est quand même la peinture sur laquelle ils devraient être d'accord. Ils sont d'accord sur la cuisine, ça je vous l'ai déjà dit. Il admire Daudet, Daubigny, Ziem et le grand Rousseau. Il ne parle pas directement de Daumier, mais pour Daumier non plus, il ne l'aime pas beaucoup. Tous gens que je ne peux sentir. Et par contre, il déteste un Raphaël Degas. Il ne détestait pas Degas, mais enfin c'est lui qui le dit. Tous gens que j'admire. Il aime beaucoup mes tableaux, mais quand je les fais, il trouve toujours que j'ai tort de ceci, que j'ai tort de cela. A priori, il n'avait guère de points communs. Voici un dessin, enfin une peinture que fera Van Gogh plus tard à partir d'un Daumier. Les buveurs d'après Daumier, c'est dire son respect qu'il avait pour Daumier, personnage qu'exécrait Gauguin. Prêt à lutter. Il le déteste, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est beaucoup trop réaliste à son goût, et puis peut-être aussi parce qu'il a un grand succès. Le deuxième type de paysage qu'ils vont peindre ensemble, et cette fois, je suppose, véritablement côte à côte, ce sont leurs scènes de vendange. Alors pourquoi côte à côte ? Parce qu'ils vont les peindre en atelier, ce sont des peintures de tête. À cette époque-là, il pleut et ils ont souvenir de vendange.
Et donc c'est sous la pluie, à travers un travail d'imaginaire, ce que Van Gogh appelle un travail de peinture de tête, qu'ils vont dans leur petit atelier peindre l'un cette vigne rouge et l'autre, je vais vous le montrer dans un instant, sa vendange. La peinture de tête, c'est pas pratique. Quand on a l'habitude d'un cadre perspectif, on ne va pas mettre son imaginaire à travers un cadre perspectif. Vous voyez que ça n'a ni queue ni tête, ce que je suis en train de vous dire. C'est donc presque contre nature pour Van Gogh. Et il l'avait pratiqué à plusieurs reprises. Il avait essayé. Il avait expliqué dans différentes lettres à Bernard, plusieurs mois auparavant, qu'il essayait de peindre de tête. Et d'ailleurs, il lui avait fait un petit tableau d'un Macro et sa prostituée qu'il avait fait à Bernard dont il voulait lui faire cadeau. On a perdu ce tableau. Et puis un peu plus tard, il lui dit, bon, j'ai réussi 2 tableaux, des peintures de tête. C'est un petit peu normal parce que lui aussi, il avait fait un Christ au jardin des Oliviers. Et puis en même temps, de tête, il avait fait un poète avec la tête dans les étoiles. Et puis il a dit, les couleurs étaient réussies, non, mais il n'y a rien à faire. J'ai gratté. Donc la peinture de tête, c'est contre ses principes. Lui, il travaille devant le motif. Je vous ai expliqué qu'il attachait à coups de pieu son chevalet en plein Mistral. Donc la peinture de tête lui coûte, et pourtant il dit, mon dessin est tellement malhabile, tellement gauche. Peut-être que si je m'éloigne du motif, je ferai un meilleur travail. Et ce meilleur travail, oui, il l'a fait avec la vigne rouge parce qu'il a conscience d'avoir fait un tableau extraordinaire, il l'envoie à Théo, il lui demande de l'encadrer et ce sera le seul tableau qu'il vendra de son vivant. Cette vigne rouge est une explosion de couleurs, une union entre le soleil, qui est un halo solaire, la présence divine, que vous voyez ici, la même logique qu'avec son semeur, qui peint à peu près au même moment, et ce sol rougeoyant, qui n'est pas du tout le sol, les couleurs de l'enfer, c'est la vigne rouge, c'est le raisin qu'on est en train de cueillir ici. C'est une explosion et une fête de couleurs qui correspondent aux fêtes des vendanges. Et il y a un travail extraordinaire. Il les avait certainement croqués à un moment ou à un autre. Il y a plus de 20 personnages ici. Parce que si vous les comptez, bon, il y a un personnage à la japonaise qui se promène ici. Mais sinon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, des personnages fourmis. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je peux continuer. Vous avez presque une vingtaine de travailleurs ici. C'est une explosion de joie. C'est le fruit de la récolte. Cette association entre des travailleurs et le soleil, présence divine. Si je le compare aux vendanges à Arles de Paul Gauguin, mélancolie, tristesse, de ciel, je n'en vois point, de soleil aucun, des couleurs rougeoyantes, ça pourrait être tout aussi bien des algues au pouldu qui sèchent. Il n'y a ici rien qui me rappelle la joie des vendanges et d'une belle moisson. Sinon, ce personnage sur le côté qu'il appelle la sœur, mais qui pour moi est un personnage de mort, avec cette capuche noire qui est celle qu'il donnera au mâle, au tentateur d'Ève et au Tupapao, dans Manao Tupapao. Donc vous voyez ici tout de suite qu'on est il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de profondeur. Regardez la profondeur chez Vincent qui travaille de tête, qui n'a donc pas de cadre perspective ici. Au contraire, ici, l'espace est écrasé. Il n'y a pas de tridimensionnalité. Il y a un aplat claustrophobique sans la présence du soleil ici avec un personnage qui ne travaille pas et qui a l'air plutôt triste. D'ailleurs, ce personnage, il l'avait déjà peint en Bretagne. Et il n'a que faire des Arlésiens. Manifestement, ça ne l'intéresse pas. La discussion entre les deux a dû être particulièrement tendue et l'autre tableau qu'il fera de tête, notre ami Paul Gauguin, est ce tableau en pleine chaleur où les cochons, alors de travailleuse peut-être, mais certainement pas aux vendanges. Elle est peut-être elle aussi en rut, en pleine chaleur. Est-elle prise? Va-t-elle être bientôt prise? On est dans un travail bien différent et son profil est mis en alternance avec celle d'un cochon, voire de 2 cochons, s'agit-il d'une cochonne. Vous voyez bien que leur approche de l'art n'est pas du tout la même. Là aussi, on a quelque chose de claustrophobique, d'écrasé, pas de présence de travail, pas de présence solaire. Les 2 hommes n'ont pas du tout la même conception de la peinture. Et d'ailleurs, Vincent nous l'explique dans une lettre à Théo, la discussion est d'une électricité excessive, nous en sortons parfois la tête fatiguée comme une batterie électrique après la décharge.
et la bataille n'est pas très loin. Dans la chronique locale, dimanche dernier, à 11h30 du soir, le nommé Vincent Van Gogh, peintre originaire de Hollande, s'est présenté à la maison de tolérance numéro 1, c'est-à-dire au bordel local, a demandé à une nommée Rachel il lui a remis son oreille en lui disant « gardez cet objet précieusement », etc. Donc l'ambiance était chaude, il a commencé 2 ou 3 jours avant par jeter un verre d'absinthe à la figure de Gauguin. C'est vrai qu'ils étaient enfermés avec la pluie dans le même atelier, qu'ils n'ont pas du tout la même conception du monde. Et ça se termine par ce fameux épisode de l'oreille coupée.